Donc, nous entendons aujourd'hui la communication de Isabelle Atkins et Virginie Hull, qui s'intitule Enseignement et apprentissage des mathématiques chez les élèves du primaire ayant un trouble du spectre de l'autisme, que nous apprend la didactique. À vous. Merci. Donc oui, je me présente d'abord. Je suis Isabelle Atkins. Je suis présentement étudiante au doctorat en éducation à l'UQAM. Je fais ma thèse sous la direction de Jacinthe Giroux et Virginie Hull. Je vous présente aujourd'hui, en fait, les résultats de mon mémoire qui a été réalisé aussi à l'UQAM sous la direction de Virginie Hull. Donc, ce mémoire porte donc sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques chez les élèves du primaire ayant un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme, c'est une catégorie de diagnostic qui est très large, qui regroupe des personnes qui ont des profils et un degré de participation à la vie sociale qui sont fort variés, en fait. Mais pour recevoir un diagnostic de TSA, la personne doit présenter des déficits sur le plan, des déficits persistants, en fait, sur le plan de la communication et de l'interaction sociale et des comportements, activités ou intérêts restreints ou répétitifs. Depuis les années 1990, on constate une augmentation importante des taux de diagnostic d'autisme à travers la planète. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle de savoir si cette augmentation-là des taux de diagnostic représente une augmentation réelle de l'incidence de l'autisme dans la population ou si c'est plutôt lié là, à des changements dans les pratiques diagnostiques. Mais il n'en demeure pas moins que cette augmentation-là qui est observée dans la population générale se reflète aussi dans le milieu scolaire et le transforme en quelque sorte assez rapidement. Au Québec, on a vu une augmentation de plus de 1200 % des élèves ayant un diagnostic d'autisme inscrits à la formation générale des jeunes entre 2000 et 2019. Cette augmentation-là des taux de diagnostic à travers la planète, comme je le disais, a amené plusieurs chercheurs de différents domaines, mais notamment dans le domaine de la psychologie, à s'intéresser aux caractéristiques des personnes qui ont un diagnostic de TSA, donc les caractéristiques cognitives, sociales et comportementales aussi. Cependant, on a un nombre encore assez restreint d'études qui portent sur l'enseignement des contenus disciplinaires à cette population d'élèves-là, donc notamment l'enseignement des mathématiques. Il y a donc beaucoup plus de questions que de réponses là, à l'heure actuelle. Dans le cadre de mon mémoire, j'ai réalisé une recension des écrits portant sur l'enseignement des mathématiques aux élèves qui ont un diagnostic de TSA entre 2000 et 2018. Ce qui ressort des études, c'est vraiment une centration sur les caractéristiques cognitives des élèves qui ont un diagnostic de TSA. Donc, les chercheurs, règle générale, s'attarde à identifier d'éventuels déficits dans les processus cognitifs de ces personnes-là pour ensuite mettre de l'avant des propositions d'enseignement qui permettraient de pallier à ces déficits-là. Donc, cela amène plusieurs propositions d'enseignement, donc des recommandations comme miser sur l'aspect algorithmique de l'enseignement des mathématiques, morceler les tâches, modéliser les pratiques attendues, s'appuyer sur des représentations visuelles, du matériel de manipulation et des outils technologiques. Donc, on constate vraiment que les propositions d'enseignement à l'heure actuelle sont vraiment organisées autour des caractéristiques cognitives des élèves, mais à notre connaissance, il n'y a vraiment aucune étude qui s'est intéressée, aucune étude didactique qui s'est intéressée à l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques chez les élèves qui ont un diagnostic de TSA. Donc, on n'a aucune étude qui permet de penser l'enseignement à cette population d'élèves-là en tenant compte à la fois des interactions didactiques et de la spécificité du savoir qui est visé par l'enseignement. Donc, c'est dans la perspective de contribuer à combler ce manque-là qu'on a élaboré ce projet de recherche-là, donc dont l'objectif est d'étudier le potentiel et les limites de situations mathématiques fondées sur la théorie des situations didactiques pour l'enseignement des structures additives auprès d'élèves du primaire ayant un diagnostic de TSA. Pour répondre à cet objectif général de recherche-là, on s'est appuyé sur un cadre théorique là, donc, qui reprend les concepts centraux de la théorie des situations didactiques, donc notamment la dévolution et l'institutionnalisation, mais aussi le contrat didactique, donc qui permettent de tenir compte, comme je le dis, là, des interactions
en situation. On s'est aussi intéressé au concept de sensibilité au contrat didactique qui a été particulièrement développé par Sarazi. Dans ses études, Sarazi a montré que les élèves ne perçoivent pas tous de la même façon les attentes implicites de l'enseignant dans le cadre de l'enseignement des mathématiques. Cette sensibilité-là varierait d'un élève à l'autre, d'une personne à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs tels que l'environnement familial, l'histoire scolaire, les connaissances de l'élève et le type de tâches qui lui sont présentées. Cette sensibilité au contrat didactique-là peut aussi influencer le rôle que l'enfant va adopter à différents moments d'une situation qui lui est présentée. Donc, le rôle que l'enfant adopte dans son rapport avec le milieu. Brousseau identifie 4 rôles, donc les rôles de joueur, d'actant, d'apprenant et d'élève. D'un côté, on a le rôle de joueur où l'élève est vraiment engagé dans la situation, dans la perspective de rechercher un plaisir. Donc, c'est vraiment la recherche du plaisir qui domine, parfois au détriment du respect des règles même du jeu. De l'autre côté, on a le rôle d'élève, donc où l'enfant s'en remet vraiment à l'enseignant et il reconnaît là, chez l'enseignant le statut de personne qui maîtrise les savoirs et il s'en remet de cette façon-là à son enseignant. Pour répondre à l'objectif général, on a aussi fait une analyse préalable des contenus visés par la recherche, par la séquence d'enseignement, excusez-moi. Donc ici, les structures additives. Donc, cette analyse-là a reposé sur le champ conceptuel des structures additives, donc notamment l'étude des catégories des structures de problèmes, et aussi sur les procédés élémentaires en addition et en soustraction, en articulation aussi avec l'apprentissage de la suite numérique. Ce qu'on a choisi comme objectif pour la séquence d'enseignement que je vais vous présenter tout de suite après, c'est d'amener les élèves à s'approprier des stratégies de surcomptage, donc les amener à délaisser des stratégies de dénombrement, qui sont les stratégies les plus élémentaires, pour s'approprier des stratégies de surcomptage, donc qui nécessitent la coordination là, de la suite numérique et les déplacements dans la suite numérique là, pour réussir à opérer plus efficacement. Donc, on a élaboré une séquence de situations qui s'est déroulée sur 5 séances dans lesquelles on a présenté donc 3 situations. Donc, le jeu des étoiles, la boîte noire et le jeu des devinettes. Le jeu des étoiles qui s'inscrit dans un contexte ordinal, alors que les 2 autres situations s'inscrivent dans un contexte cardinal. Le jeu des étoiles, c'est un jeu de planche, en fait, qui a la particularité de permettre les déplacements vers l'avant et vers l'arrière, donc pour travailler à la fois l'addition et la soustraction. Je vais revenir sur cette caractéristique-là plus loin. Le jeu de la boîte noire, c'est une situation qui permet de travailler les problèmes de transformation d'état, alors que le jeu des devinettes permet de travailler les problèmes de composition de mesure. Donc, on a procédé aux analyses préalables, comme je disais. Ensuite de ça, l'analyse a priori de la séquence, qui a ensuite été expérimentée et on a procédé par la suite aux analyses a posteriori. Les objectifs spécifiques du projet, c'était d'analyser les connaissances engagées par des élèves ayant un diagnostic de TSA lors de situations à caractère didactique visant l'appropriation de stratégies de surcomptage. Donc, vraiment voir quelles sont les connaissances et les stratégies engagées par les élèves. Ensuite de ça, analyser la sensibilité au contrat didactique et analyser les processus de dévolution et d'institutionnalisation. Pour répondre à ces objectifs spécifiques-là, j'ai fait en fait une expérimentation auprès de 3 élèves âgés de 7 à 9 ans, scolarisés en classe spéciale en école ordinaire. C'est important de spécifier que ces 3 élèves qui avaient vraiment des défis importants sur le plan de la communication, là, notamment sur le plan de l'élocution, ce qui a parfois compliqué les analyses et le déroulement des situations. Le niveau de connaissance en mathématiques a été évalué par les enseignantes. Donc, on n'a pas procédé, là, nous, à une évaluation par un pré-test ou une rencontre avec les élèves. Ce qu'on observe, en fait, dans les résultats au niveau des stratégies et connaissances engagées par les élèves, c'est que les stratégies et connaissances, donc, sont les mêmes que ce qui a été observé auprès d'autres publics d'élèves. Donc, les erreurs qui ont été réalisées, comme par exemple inclure le premier terme dans le comptage, qui est une erreur classique, a été observée aussi auprès de nos élèves.
Donc, sur le plan mathématique, on ne voit pas de distinction là, importante avec ce qui a été observé dans d'autres recherches. On observe aussi que la séquence a suscité une activité mathématique riche chez les 3 élèves. C'est intéressant de le souligner parce que ce qu'on a observé au début, en fait, au départ de la séquence, c'est qu'il y avait un certain décalage entre les connaissances qu'on pensait que les élèves avaient, là, donc à la suite des discussions avec les enseignantes, et ce qu'on observait là, en situation. Après discussion avec les enseignantes, on s'est rendu compte que c'est des élèves qui avaient des connaissances très contextualisées, donc très associées à certains types de tâches scolaires, mais en situation avaient de la difficulté à faire appel à ces connaissances-là, donc en reconnaître l'utilité. Et la séquence a donc permis d'articuler plusieurs connaissances chez les élèves, donc notamment les connaissances sur la suite numérique, sur les stratégies de calcul, sur la relation d'inclusion hiérarchique partie-partie-tout et sur les écritures mathématiques. Cependant, on a constaté une persistance de certaines conduites erronées chez 2 des 3 élèves. Donc, malgré les rétroactions du milieu et malgré les phases d'institutionnalisation, c'est des élèves qui ont maintenu une tentative de contrôler des stratégies qui n'étaient pas appropriées au nombre en jeu. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire là, en lien avec cette persistance-là. On peut croire que c'est parce que, justement, la séquence n'était peut-être pas tout à fait adaptée, finalement, aux connaissances des élèves. C'est sûr aussi que la séquence s'est déroulée sur seulement 5 séances, donc c'est peut-être pas suffisant pour permettre l'appropriation de nouvelles stratégies. Mais on pourrait croire aussi qu'il y a peut-être certaines caractéristiques associées au diagnostic de TSA. Donc, notamment, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est des personnes qui pouvaient avoir des faiblesses au niveau de la flexibilité cognitive. Donc, peut-être que ça pourrait aussi contribuer dans une certaine mesure à cette persistance-là. Donc, pour l'instant, ce sont toutes des hypothèses, mais ce n'est pas possible d'en savoir davantage. Pour le 3e élève, donc, on a constaté une progression sur le plan des stratégies de calcul. Donc, c'est un élève qui tentait au départ de contrôler les stratégies de surcomptage sans utiliser un compteur, donc ses doigts, par exemple, pour contrôler le déplacement dans la suite numérique. Et il n'y arrivait pas là, quand les nombres étaient plus élevés que 4, que 3, en fait, ce qui est habituel, là, ce qui est attendu, mais il essayait toujours de contrôler de cette façon-là. La séquence n'a pas permis un meilleur contrôle des stratégies de surcomptage. Par contre, l'élève a fait un passage à une stratégie plus évoluée, donc il s'est approprié des stratégies de composition, donc qui reposent sur la décomposition et la recomposition des nombres pour opérer plus rapidement et plus efficacement et qui permettent d'opérer mentalement, donc de dépasser les limites là, de ces stratégies de surcomptage. Pour ce qui est de la sensibilité au contrat didactique, ce qu'on a observé, c'est que de façon générale, les élèves semblent peu sensibles au contrat didactique, donc ils semblent peu rechercher le savoir visé par les jeux ou par les situations. Ils semblent donc aussi peu sensibles aux attentes implicites de l'expérimentatrice. Il y a certaines études qui ont montré quand même que le fait de chercher à répondre aux attentes de l'enseignante, donc d'être plus sensible au contrat didactique, peut nuire dans une certaine mesure à l'apprentissage, puisque plutôt que s'interroger sur la relation entre les connaissances engagées et la tâche, les élèves cherchent à répondre aux attentes de l'enseignante. Cependant, à l'autre extrême, ce qu'on voit, c'est que le fait d'être trop détaché des attentes de l'enseignante peut nuire à l'articulation entre les processus de dévolution et d'institutionnalisation. On a aussi observé là, des différences individuelles quant à la sensibilité au contrat didactique entre les élèves, ce qui a été observé là, dans d'autres études. Donc, il y a un élève qui semblait particulièrement peu sensible au contrat, alors que les 2 autres l'étaient peut-être un peu plus. Et on a aussi constaté une primauté des rôles de joueurs et d'actants au détriment des rôles d'apprenants et d'élèves. Donc, les élèves sont très engagés dans le jeu. Ils sont très engagés dans la recherche du gain. Par contre, ils sont vraiment peu enclins là, à chercher, comme je disais, les savoirs visés par ces jeux-là. Au niveau de la dévolution et de l'institutionnalisation, ce qu'on a vu, c'est
les difficultés en fait sur le plan de la communication ont un impact assez important là, quand même sur les processus de dévolution et d'institutionnalisation. On a constaté beaucoup de confusion dans les échanges et un ralentissement assez important du temps didactique à certains moments. Les difficultés sur le plan du langage et de la communication compliquent parfois, je dirais même souvent dans certains cas, le travail de l'expérimentatrice. Donc, c'était parfois difficile pour moi de comprendre le raisonnement des élèves et donc d'intervenir en conséquence. Et ça complique aussi le travail des élèves qui peinent à exprimer leurs difficultés, leurs questionnements, leurs mécontentements aussi parfois. Donc, tout ça, ça a vraiment contribué à certains moments à ralentir le temps didactique, l'avancée dans le temps didactique. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les rétroactions du milieu favorisent la dévolution, donc, et l'adaptation des connaissances. Le jeu des étoiles qui a été repris là, dans les 5 séances, c'est un jeu qui offre peu de rétroaction directement là, du milieu. Et on a constaté aussi que les élèves avaient de la difficulté à interpréter les rétroactions dans le cadre de cette situation-là. Possiblement en partie là, en raison du fait que leurs connaissances étaient peut-être moins avancées que ce qu'on avait anticipé au départ. Et cette situation-là, donc, était beaucoup plus difficile à mener au niveau de la dévolution et de l'institutionnalisation. Et a nécessité là, souvent un pilotage plus serré et une prise en charge dans une certaine mesure du travail des élèves. Alors que les 2 autres situations, donc la boîte noire et le jeu des devinettes, qui offraient une rétroaction rapide et que les élèves étaient en mesure d'interpréter, a permis une meilleure là, progression dans les connaissances que ce qu'on a observé en lien avec le jeu des étoiles. Ce qu'on a observé aussi, c'est que les règles atypiques ont engendré un certain nombre de malentendus. Plus particulièrement ici, on parle de la règle qui permet de reculer sur la planche de jeu dans le jeu des étoiles. C'est une règle qui est atypique au regard des règles des jeux de planche classiques. Et ça a été source de malentendus, comme je disais, mais même dans une certaine mesure de conflit entre l'expérimentatrice et les élèves qui avaient de la difficulté à accepter cette règle-là. Ça a pris là, 2 séances complètes pour que 2 des élèves acceptent de reculer sur la planche, ce qui, ça aussi, dans une certaine mesure, a ralenti le temps didactique. Ce qu'on voit aussi au niveau de la dévolution et de l'institutionnalisation, c'est que les difficultés au niveau de, en fait, le peu de sensibilité des élèves au contrat didactique a aussi rendu plus difficile l'articulation entre la dévolution et l'institutionnalisation, puisque les élèves, lors des phases de dévolution, semblent peu enclins à chercher le savoir qui est visé. On voit vraiment un décalage là, entre la dévolution et l'institutionnalisation, parce qu'au moment où j'institutionnalisais certains savoirs qui avaient été utilisés par les élèves en situation, les élèves ne semblaient pas avoir reconnu là, dans ce qu'ils ont fait la marque de ce savoir-là. Donc, on voyait excuse-moi, il vous reste 2 minutes. Oui, on voyait un décalage à ce niveau-là. En conclusion, l'expérimentation des situations fondée sur la théorie des situations didactiques a permis d'observer que sur le plan mathématique, on n'a pas vu de différence significative par rapport aux élèves tout venant, donc ce qui a été observé dans d'autres recherches. Les élèves engagent les mêmes connaissances et stratégies que ce qui était attendu. Par contre, on a vu des défis en fait particuliers par rapport aux interactions didactiques, donc notamment en lien avec l'articulation entre la dévolution et l'institutionnalisation, mais aussi la dévolution et l'institutionnalisation comme telle. Et au niveau des interactions entre les élèves, là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est aussi un pan qui a été observé là, dans la recherche. La séquence a aussi permis une analyse fine des connaissances des élèves. Donc, justement, on a pu voir quelles stratégies sont mises en œuvre, dans quel type de contexte, avec quel nombre. Donc, ça a permis de faire vraiment une analyse fine là, des connaissances engagées par les élèves.
Et ce qui nous amène à questionner, en fait, la pertinence de tenir compte des caractéristiques des élèves ayant un diagnostic de TSA comme une spécificité de l'interaction didactique. Donc, ce qui ressort du projet, c'est qu'il pourrait être pertinent de tenir compte justement de ces caractéristiques-là dans le choix des situations, donc s'assurer de choisir des situations qui offrent des rétroactions rapides et qui vont être facilement interprétées par les élèves, mais aussi de faire attention parfois aux règles atypiques qui pourraient être peut-être mieux présentées aux élèves ou en choisir seulement quelques-unes pour limiter là, le ralentissement dans le temps didactique. Ça ouvre aussi sur beaucoup de questions là, que je ne peux pas présenter en détail ici, mais il y a vraiment plus de questions, encore une fois, que de réponses là, en lien avec l'enseignement des mathématiques aux élèves qui ont un diagnostic de TSA. Je vous remercie de votre écoute.